Eh bien, bonsoir tout le monde. Quand on est arrivé ici vers 3h30, 4h, dans cette magnifique bibliothèque, on parlait tout bas, on était très intimidés. Et là, avec votre arrivée, ça réchauffe et puis bon, on peut laisser porter la voix. Alors, d'abord, merci infiniment d'être là tous pour le lancement de la stratégie québécoise, en fait du projet de stratégie québécoise d'éducation en matière d'environnement et d'éco-citoyenneté. S'il nous manque des chaises, peut-être qu'on pourrait approcher celles qui sont au fond là-bas. Il reste une petite place. Voilà. Bien. Alors, bienvenue à tout le monde. Et moi, je m'appelle Lucie Sauvé. Je suis professeure à l'Université du Québec à Montréal et je dirige le Centre de recherche en éducation et formation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté, le Centraire. Et puis, je suis accompagnée pour cette animation de Hugues Asselin, qui est également agent de recherche au Centraire et qui est coordonnateur de la coalition Éducation, Environnement, Éco-citoyenneté que nous avons mise en place pour soutenir la stratégie. Alors, je voudrais d'abord saluer la présence très appréciée, éventuellement de Mme Marie Montpetit, qui va arriver d'un instant à l'autre, députée du Parti libéral et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement et de lutte au changement climatique. La présence de Mme Ruba Gazal, députée de Québec solidaire et porte-parole de l'opposition en matière d'environnement. Mme Véronique Yvon, Madame Yvon, députée du PQ et qui est porte-parole de l'opposition en matière d'éducation, et puis Monsieur Sylvain Gaudreault, député du Parti québécois et qui est porte-parole de l'opposition en matière d'environnement et de lutte au changement climatique. Alors, je voudrais saluer la présence de Madame Maryse Lassonde, qui est présidente du Conseil supérieur de l'éducation, Madame Catherine Lebossé, qui est coordonnatrice de la commission de l'enseignement secondaire au Conseil supérieur de l'éducation, Madame Nathalie Saint-Laurent, du secrétariat de la jeunesse et qui est aussi venue avec une collègue, Madame... Merci beaucoup d'être là. Monsieur Alain Fortier, qui est président de la Fédération des commissions scolaires du Québec et plusieurs autres acteurs clés du monde de l'environnement et de l'éducation et que nous avons pu rencontrer au cours des derniers mois, n'ont malheureusement pas pu se joindre à nous, mais l'auraient souhaité, d'accord? Merci d'autant plus que nous sommes des gens fort occupés avec des agendas fort chargés. Donc, j'aimerais céder la parole à Hugues pour saluer. Oui, en fait, pour saluer aussi des personnes de la coalition Éducation, Environnement, Éco-citoyenneté qui sont parmi nous, notamment des membres du Centraire, le centre de recherche dont Lucie est la directrice. Il y a Mme Isabelle Oriana qui est professeure au Centraire et de nombreux autres membres du Centraire qui sont ici. Il y a des membres, des membres représentants du mouvement des établissements verts Brundtland qui sont ici avec nous ce soir. Il y avait une personne d'Équiterre aussi qui devait être ici, mais je ne l'ai pas encore vue, peut-être qu'elle va arriver un peu plus tard, qui devait être parmi nous, parce qu'Équiterre est aussi membre de notre coalition. Une représentante de Haut Secours, ici, Mme Martine Châtelain, qui est là avec nous. L'Association des scouts du Canada, qui est ici aussi, Alix, qui est ici. Des membres de la troupe L'Arsenal, qui sont ici parmi nous ce soir. L'Association forestière des Deux-Rives, qui sont là, merci. Et puis, une représentante de la coop aussi, de la forêt d'Ardennes. Donc, ce sont tous des membres de la coalition. Il y en a beaucoup, des membres de la coalition. Je pourrais peut-être en dire un petit mot de plus tout à l'heure. Mais merci à tout le monde d'être ici ce soir pour ce lancement-là. C'est vraiment apprécié parce que c'est un moment important pour nous. On a quelqu'un aussi qui représente la centrale des syndicats du Québec, en particulier le mouvement des écoles vertes Brundtland, c'est ça? On peut dire oui. D'accord. C'est plus facile pour ça.
personnel. À titre personnel, merci d'être là. D'accord. Bon, alors je voudrais signaler la présence de Jean Robitaille. Où est-il, Jean? Il est là, Jean, oui. Parce que c'est l'un des principaux co-auteurs de la stratégie. On a été compagnons d'armes dans cette longue, dans ce long projet. Très inspirant. Donc, il était à l'époque conseiller du mouvement des écoles vertes Brundtland de la centrale des syndicats du Québec. Alors, bon, d'abord, on va peut-être échanger quelques mots sur cette fameuse stratégie québécoise d'éducation en matière d'environnement et d'éco-citoyenneté que nous présentons comme un livre vert pour inspirer l'adoption d'éléments de politique publique à cet effet, dans ce domaine-là. Alors, cette stratégie, elle a été développée dans un processus de collaboration avec 57 organisations de notre société éducative et tant des milieux formels, c'est-à-dire scolaires, académiques, que des milieux non formels, les parcs, les musées, les ONG, les organisations communautaires. C'est depuis 2014 qu'on travaille ensemble et on a amorcé une réflexion collective sur l'état de la situation de l'éducation à l'environnement dans notre société. On a constaté les freins, on a constaté les limites, puis on a réfléchi à la façon de promouvoir son déploiement. Alors, c'est au tout début de 2019, 5 ans plus tard, que le document final a été mis en ligne et sorti de presse. Alors, on a commencé alors une tournée auprès des décideurs du monde de l'éducation et de l'environnement pour faire connaître cette proposition-là et en favoriser l'adoption. Alors, ce projet de stratégie, il prend une signification d'autant plus vive dans le contexte socio-écologique très alarmant que nous vivons en ce moment. Et puis, je pense que ce qui nous réunit ici, là, c'est une vive conscience de la situation socio-écologique actuelle, de l'état de détérioration des écosystèmes, des problèmes de justice sociale et écologique qui y sont associés. Puis on le sait, les rapports d'experts n'ont pas cessé de se multiplier au cours des dernières années. Et cette situation-là a soulevé de très nombreux mouvements sociaux pour réclamer l'engagement de la sphère politique pour contrer l'avancement de ce qu'on appréhende comme un effondrement des conditions de vie sur Terre et comme une menace à l'avenir des générations futures. Alors, en particulier au Québec, ont émergé des mouvements de jeunes. Par exemple, La Planète s'invite à l'université. Alors, je veux saluer la présence de cette leader très inspirante et engagée, donc Léa Hilardo, qui est avec nous et qui va prendre la parole un peu plus tard. Alors, le mouvement aussi pour le futur, qui mobilise les jeunes du secondaire dans les marches du vendredi. La mobilisation DEC, Devoir environnemental collectif, qui rejoint les étudiants du collégial. Les professeurs se sont aussi joints à cette mouvance en mettant en place des initiatives de soutien aux jeunes. Par exemple, les profs pour la planète ou encore l'initiative La Planète s'invite à l'école. Alors, on observe que la première revendication du mouvement La Planète s'invite à l'université est celle d'intégrer une formation en éducation relative à l'environnement, une formation en matière d'environnement et à l'éco-citoyenneté au sein des curriculums. Alors justement, la stratégie que nous proposons, elle est présentée dans ce contexte-là et elle identifie des mesures concrètes pour répondre à l'appel des jeunes. Alors, nous reconnaissons que l'éducation est un creuset par excellence de transformation sociale. Et puis, l'éducation, ça se limite certainement pas à la transmission d'informations ou à des campagnes de changement de comportement. D'accord? C'est important, mais ça suffit pas. L'éducation, c'est un processus fondamental pour le développement d'une société consciente des liens entre notre humanité et la nature, le développement d'une citoyenneté critique, vigilante, bienveillante, créative,
qui soient en mesure de saisir les enjeux socio-écologiques et de se mettre en action pour favoriser la qualité de nos milieux de vie partagés. Alors, on parle du développement d'une éco-citoyenneté qui valorise, bien entendu, l'importance des petits gestes. C'est quand même courageux, les petits gestes au quotidien, là. Ça prend quand même un engagement soutenu. Mais ça ne se limite pas quand même à l'éco-civisme. Hein? L'éco-citoyenneté va plus loin que l'éco-civisme. L'éco-citoyenneté s'appuie sur le développement de compétences critiques, de compétences éthiques, de compétences politiques. Les enfants, les jeunes, nous tous, nous sommes des acteurs de la cité, de notre maison de vie partagée, et on a besoin de l'engagement et de la créativité de tous et de toutes. Alors, la stratégie que nous proposons adopte 3 objectifs généraux. D'accord? Le premier objectif concerne l'éducation formelle et s'adresse au ministère de l'Éducation. Alors, il s'agit d'assurer une intégration adéquate de l'éducation en matière d'environnement et d'éco-citoyenneté au curriculum. Bonjour. Alors, au curriculum scolaire et aux pratiques d'éducation formelle, et ça implique également la formation initiale des enseignants et une offre de formation continue. Alors, le deuxième objectif, eh bien, il concerne l'éducation non formelle, c'est-à-dire ce qui n'est pas du domaine de l'école ou des milieux académiques, mais qui a quand même des intentions éducatives. Alors, et ça s'adresse au ministère de l'Environnement. Alors, donc, il s'agit de stimuler, de soutenir les initiatives des différents secteurs de l'éducation non formelle, les parcs et musées, les centres d'interprétation, les ONG, les associations, les écoquartiers, les médias, les organisations culturelles, etc. Donc, qui travaillent auprès de différents publics et dans différents contextes. Et depuis trop longtemps, les acteurs de ces milieux-là travaillent sans reconnaissance suffisante et sans moyens adéquats. Et pourtant, leur contribution éducative est essentielle. Le troisième objectif, il concerne les liens entre les deux, entre l'éducation formelle et non formelle au sein d'une société éducative. Ce qu'on appelle une société éducative, c'est une société où tout le monde est concerné par l'effort éducatif. Alors, donc, il s'agit de favoriser le travail synergique et harmonieux entre les sphères d'éducation formelle et non formelle, entre les ministères concernés et entre l'appareil gouvernemental et les différents acteurs du monde de l'éducation. Le Québec a déjà été un leader, on partageait ça avec vous, un leader en matière d'éducation relative à l'environnement au sein de la francophonie. Vraiment, dans les années 80-90. Le ministère de l'Environnement d'alors avait mis en place dans les années 80-90 un service d'éducation relative à l'environnement très actif dans les différents milieux, avec des initiatives structurantes pour impulser et soutenir les différentes initiatives. Un comité interministériel d'éducation relative à l'environnement avait été mis en place également dans les années 90. Mais on a reculé, on a perdu ces avancées-là. Pas trop tard, peut-être, sans doute, sûrement, il n'est pas trop tard pour les reprendre. Alors, la stratégie que nous proposons offre des pistes concrètes pour favoriser le plein déploiement d'une éducation en matière d'environnement et d'éco-citoyenneté au sein de notre société. Alors, il ne s'agit pas d'envisager une révolution des curriculums, mais d'apporter certains éclairages au curriculum, certains ajustements. Il ne s'agit pas non plus d'imposer une surcharge aux enseignants. Ils en ont déjà bien assez sur les bras. Mais il s'agit plutôt de leur offrir une formation adéquate, une formation initiale, une formation continue qui leur permettrait d'intégrer l'éducation à l'environnement dans leur enseignement sans ajouter, mais en situant les apprentissages des jeunes, des enfants dans les réalités socio-écologiques de leur vraie vie, de leur milieu de vie. Il s'agit d'accompagner les enseignants, les enseignantes qui souhaitent adapter en ce sens leur enseignement.
Il faut aussi célébrer les initiatives des enseignants, des enseignantes créatifs, engagés, qui ont une expérience inspirante à partager. Favoriser l'interdisciplinarité, la transversalité. Alors, découvrir dans des projets le plaisir de travailler ensemble. Ça donne plus de signification à la formation. Puis du côté non formel, il ne s'agit pas nécessairement d'ajouter un budget faramineux pour soutenir les ONG. Ils n'ont jamais été gourmands, c'est dans ce secteur de la société. Mais de revoir l'attribution des fonds existants quand même, pour qu'il y ait une équité dans l'attribution des fonds. L'attribution du fonds vert, par exemple, de façon à reconnaître et à juste titre la contribution essentielle, leur contribution essentielle à l'écologisation de notre société. Alors, en somme, la stratégie que nous proposons offre des pistes d'action tout à fait réalisables. Sans révolution, sans imposition, d'accord? Alors, des pistes, en fait, qui offrent un ajout de sens à l'apprentissage et à la vie collective. Alors, en tant qu'acteurs, nous tous, actrices de notre société éducative, où tout le monde contribue à l'effort éducatif, bien, on a une énorme responsabilité à cet égard. Il faut prendre acte de l'éco-anxiété ambiante, puis d'en faire un levier pour le développement d'un pouvoir-faire collectif, celui des enfants, celui des jeunes, le nôtre, des plus petits aux plus grands, dans tous les secteurs de notre société. On a besoin de la créativité et de l'engagement de tout le monde. Alors, voilà, c'est l'essentiel, je pense, du message de notre stratégie, qui comporte quand même en outre un ensemble de stratégies plus spécifiques. Alors, je voudrais saluer l'arrivée de Mme Marie Montpetit. Bonjour, porte-parole de l'opposition officielle du Parti libéral en matière d'environnement et de lutte au changement climatique. Alors, nous aimerions entendre les députés de notre Assemblée nationale qui ont d'abord pris le temps d'échanger avec nous et puis de nous rejoindre aujourd'hui. Alors, j'inviterai d'abord Mme Montpetit. Oui, elle est porte-parole de l'opposition officielle du Parti libéral en matière d'environnement et d'éco-citoyenneté. Merci, Mme Montpetit. Bonjour tout le monde. D'abord, excusez mon retard. J'étais pris en chambre. Les travaux de l'Assemblée finissent à 18h. Donc, j'ai essayé de sortir un petit peu plus tôt. Madame Sauvé, bonjour. Hugues, bonjour. On a eu le plaisir d'étudier ensemble. Donc, moi, effectivement, Marie Montpetit, députée de Maurice-Richard, qui est un comté, le comté dans la région de Huntsic, à Montréal, pour ceux qui connaissent ce secteur-là. J'ai le plaisir d'avoir moi, je suis élue depuis 2014. Tout juste avant d'être élue, quelques semaines avant, je déposais mon mémoire de maîtrise en environnement. Donc, j'ai eu le plaisir d'étudier avec Hugues. Et malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de suivre des cours avec vous parce que on s'est croisés à plusieurs reprises parce que ma spécialisation, moi, je l'ai fait sur l'impact des facteurs environnementaux sur la santé. J'arrivais du secteur de la santé, donc j'étais très préoccupée par ces questions-là, comment les facteurs environnementaux viennent affecter notre santé, que ce soit au niveau de la qualité de l'air, au niveau de ce qu'on mange, au niveau des produits qu'on utilise au quotidien. Et donc, c'est une maîtrise. Je voulais m'éduquer. Il y a beaucoup de choses qui se disent, il y a beaucoup de choses qu'on peut lire aussi. Et je cherchais une façon d'avoir vraiment de l'information puis pouvoir contribuer aussi à ma façon. Donc, on a eu l'occasion de se croiser et de discuter de cette importante question qui est l'éducation relative à l'environnement. On a eu l'occasion de se parler aussi de cette stratégie qui m'apparaît très porteuse, très importante aussi, si ce n'est que par la formation, dans le fond, d'éco-citoyens. On le voit bien à quel point, pas que c'est un enjeu nouveau, la lutte au changement climatique et la protection de l'environnement, mais là, il y a vraiment un écho qui est beaucoup plus présent dans la société, une pression sociale qui est plus forte que jamais aussi, un intérêt des médias aussi, parce que des fois, on en parle, mais
si les médias reprennent pas ces discussions-là et les lois qui sont faites ou les problématiques qui sont mises de l'avant. Donc là, il y a vraiment un enlignement des astres, je dirais, pour avancer socialement et en faire une priorité plus que jamais. De toute façon, c'est pas un choix qu'on a. La lutte au changement climatique, l'adaptation au changement climatique, c'est des réalités. Je vais dire, on a les deux pieds dedans. C'est peut-être pas le bon moment pour dire ça avec les inondations, mais vous comprenez ce que je veux dire. Que ce soit par les événements extrêmes, là, c'est quelque chose qu'on réalise de plus en plus, de façon de plus en plus marquée à quel point c'est une réalité. Il y a encore beaucoup de gens qui en parlent comme si c'était dans 10 ans ou dans 20 ans ou dans 30 ans. On a les inondations qui sont encore en cours, des milliers de Québécois qui en sont victimes. On a eu la canicule l'année dernière qui a fait une centaine de décès. On voit bien que c'est des réalités qui vont continuer d'augmenter. Et la stratégie qui est proposée est certainement plus que pertinente. Elle est nécessaire parce qu'elle va permettre justement de s'assurer que tous les gens prennent conscience d'à quel point ça doit être une priorité. Et malheureusement, il y a encore, on le voit dans la population, il y a des gens qui n'y croient pas ou qui voient que c'est pas très tangible ou qui se disent au Québec ça va bien, les problèmes sont ailleurs dans le monde. Donc nous on fait notre petite part, on fait notre recyclage, c'est assez. Mais je veux dire les actions elles doivent être beaucoup plus majeures, beaucoup plus drastiques que ça aussi pour ralentir ces changements climatiques-là et s'assurer qu'on soit capable d'y faire face et qui viennent toucher tout le Québec dans toutes les régions de façon très différente aussi. Donc, c'est une stratégie. Moi, j'ai été très heureuse de voir que vous aviez travaillé là-dessus depuis plusieurs années déjà et qui voit le jour. Et je ne peux que vous apporter mon support pour s'assurer que ça aille de l'avant. Et quand on voit que c'est nécessaire aussi, vous parliez du fonds vert, tout juste moi, une des recommandations, on a dit beaucoup de choses sur le fonds vert parce qu'il a été, le comité conseil a critiqué certaines mesures, mais je dis il faut beaucoup relativiser les critiques qui ont été faites parce qu'une des mesures du fonds vert qui avait été analysée comme inutile, c'était toute la question de l'éducation relative à l'environnement et de la sensibilisation à l'environnement parce que supposément ça n'a pas d'impact, ça n'a pas d'impact direct sur les GES. Et dans ce rapport-là, on disait, c'est une mesure qui ne sert à rien, ça n'a pas d'impact sur les GES, donc les investissements qui ont été faits avec le fonds vert ne servent à rien. C'est un peu avoir une pensée de très courte vue qu'avoir ce genre d'analyse-là. Donc, c'est tout à fait à propos, encore plus dans le contexte de remettre ça de l'avant pour s'assurer qu'il y ait des investissements non seulement qui demeurent, mais supplémentaires pour éduquer, pour éduquer l'ensemble des citoyens pour qu'on puisse vraiment, quand on met des mesures de l'avant, qu'il y ait encore plus une mobilisation sociale à aller dans cette direction-là. Donc, c'est ce que j'aurais à vous dire ce soir. Je sais que j'ai d'autres collègues qui vont prendre la parole. Je suis super contente qu'on soit là, toutes les formations politiques aussi ensemble. On travaille quand même beaucoup ensemble. Pour ceux qui ne connaissent pas toujours la dynamique de l'Assemblée nationale, vous voyez juste le petit 45 minutes de période de questions où on a l'air de se lancer des tomates d'un bord et de l'autre de l'Assemblée. Il y a beaucoup de travail dans le reste de notre journée qui se fait et où on a le plaisir de travailler ensemble avec Rouba, avec Sylvain aussi qui est là. On a fait quand même pas mal de travail dans les derniers mois ensemble pour venir supporter des organisations qui essaient de mettre un petit pas dans la bonne direction. Et je pense que c'est vraiment un dossier qui doit non seulement être transpartisan, mais transsocial. Et c'est plus le temps là, de se demander qui a fait quoi, puis de faire les bilans. Puis il faut regarder en avant, faut se dire c'est une responsabilité sociale. On est 8 millions de Québécois, travaillons les 8 millions dans la même direction parce que les conséquences, elles sont économiques, elles sont sociales, mais elles sont surtout, moi, à mon avis, sanitaires. Là, c'est des questions de santé. On a de plus en plus de cas d'asthme, de maladies pulmonaires, des allergies alimentaires, des maladies cardiovasculaires. Donc, il y a quelque part où ça vient vraiment affecter notre santé à chacun d'entre nous. Et ça, ça va aller en croissant. Donc, vraiment une grande responsabilité. Alors, bravo pour le travail que vous faites. Vraiment, je sais que vous faites ça depuis plusieurs années. Et là, c'est une étape de plus que vous nous présentez ce soir. Toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Merci, Mme Sauvé.
Alors maintenant, Madame Ruba-Gazal, qui est avec nous, qui est porte-parole de l'opposition Québec solidaire, c'est ça, en matière d'environnement. On vous écoute avec plaisir. Merci beaucoup. Merci, je suis vraiment très, très heureuse d'être ici. Ruba Gazal, députée de Québec solidaire dans la circonscription de Mercier, première élection pour moi depuis le 1er octobre. Et il y a aussi Christine Labrie qui aurait aimé être ici, mais elle aussi, elle est en commission, puis on a une autre rencontre. Donc, je vais rester ici avec vous. Je suis vraiment contente d'avoir pu avoir le temps d'échanger avec certains d'entre vous parce que je vais être obligée de quitter après. Mais je tenais vraiment, vraiment à être ici parmi vous. Puis j'ai aussi eu le plaisir de rencontrer Hugues durant la campagne électorale, il y a aussi quelques semaines, et je vais aussi, c'est une vraie promesse, pas de politicienne, là, de faire une rencontre avec la députée aussi, Christine Labrie de Sherbrooke. Hugues est vraiment, et vous aussi, je viens de vous entendre pour la première fois, vous êtes des vulgarisateurs vraiment incroyables, et Hugues, quand il en parle, c'est avec passion, vraiment, là, on sent que ça sort des tripes, puis j'ai hâte qu'il rencontre le ministre, parce que peut-être qu'il va réussir quelque chose avec lui, donc on suit ça. Tu nous dis quand tu vas le rencontrer, parce qu'on ne peut pas rester insensible à ton discours. Et ce que je voulais dire, en fait, oui, je suis très, très heureuse d'être ici, puis de supporter la stratégie aussi avec mes collègues, c'est important. On parle du travail transpartisan, il y a les trois partis politiques, on espère d'avoir le 4e qui va la supporter. Et des fois, je me dis, peut-être que si on avait cette stratégie qui existait, qui n'a pas été abolie, peut-être qu'aujourd'hui, les décisions que les élus auraient prises auraient peut-être été différentes parce qu'il y aurait eu cette sensibilité, cette éco-citoyenneté aux questions environnementales, à la question des changements climatiques. Puis c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de confusion dans le discours public quand on parle d'environnement. Vous avez fait des bonnes distinctions. Comme par exemple, quand on dit l'éducation, c'est beaucoup la transmission de savoir, c'est beaucoup plus que ça. Mais l'éco-citoyenneté aussi, c'est beaucoup plus large. Ce n'est pas uniquement la responsabilité des enseignants, des parents. C'est l'aspect que j'aime beaucoup de cette stratégie, c'est l'aspect collectif. C'est tous les acteurs de la société. Il y avait même, on parlait des artistes, ceux qui font du théâtre pour les enfants qui sont ici, les musées, évidemment les écoles et tout ça, mais c'est l'aspect collectif, la responsabilité collective et tous les éducateurs et plus encore qu'on porte sur nos épaules pour les générations futures. Vous avez aussi fait la distinction entre, oui, protection de l'environnement, mais écocivisme et éco-citoyenneté, parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'environnement, puis quelqu'un dit oui, je fais ce que je peux, on parle de recyclage, mais encore l'éco-civisme, c'est pas évident. On est en commission. Je sais que Marie, elle a soulevé cette question, qu'on a de la difficulté à avoir même, c'est-à-dire on aimerait ça ici à l'Assemblée nationale, être zéro déchet. Moi, j'apporte avec moi ma tasse pour la faire remplir pendant les commissions, parce qu'on est là pendant des heures et on veut boire un café. Et déjà là, il y a une résistance. On me dit, je peux pas prendre ta tasse, c'est trop grande. Faut que j'utilise une petite tasse jetable pour pouvoir remplir ta tasse. Donc, déjà, l'écocivisme, c'est pas évident, mais c'est pas à cause de ça qu'il faut lâcher. Donc, c'est vraiment important. Je donne aussi un exemple. J'ai rencontré des parents dans une école dans mon comté où elle me disait que les parents, évidemment, on est sur le plateau Mont-Royal, les gens sont très, très... La question de l'environnement est extrêmement importante pour les parents, mais il a fallu qu'ils se battent avec la direction d'école, qui en a plein les bras, pour avoir ne serait-ce qu'un comité environnement, pour faire au-delà, oui, le recyclage, le zéro déchet et tout ça, mais plus que ça, il a fallu qu'ils se battent pour avoir un enseignant qui soit sur eux. Mais ça se base actuellement dans les différents milieux, l'environnement, beaucoup sur les épaules de quelques personnes qui veulent vraiment, là, puis qui se battent. Finalement, ils ont leur comité. Puis une des choses qu'ils nous parlaient, c'était, par exemple, pourquoi est-ce que les sorties scolaires se font... On fait du ski alpin dans les Laurentides. Il y a le Mont-Royal. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas les sorties tout proches, y aller à pied pour faire aussi connaître l'environnement dans lequel évoluent les enfants? Donc, ça en fait partie. Et en ce moment, eux vont le faire, mais parce qu'ils le veulent vraiment, puis il faut se réveiller de bonne heure. Et c'est
ça qui manque, c'est ce soutien-là aux personnes. Il y a même des enseignants qui veulent faire des actions eux-mêmes. C'est ce support-là qui manque. Vous parlez de comité ministériel pour que les différents ministères puissent se parler. Le premier ministre nous a dit récemment, quand on parlait des inondations, d'avoir un comité. Je sais que Sylvain, tu parles d'un comité technique. Nous, on veut avoir une commission parlementaire pour que les élus, parce que oui, on connaît tout, on connaît les solutions. Les scientifiques, les experts sont là pour nous les expliquer. Après ça, ce qui manque, c'est la volonté politique. Et ça, c'est pas les experts ni les scientifiques qui les font. Ben ça, c'est les élus. C'est eux qui prennent des décisions au bout de la ligne. Et on parlait d'avoir un commission, il dit qu'il n'aime pas ça. Fait que le comité, peut-être une suggestion, appelez-le comité d'action ministérielle, puis peut-être qu'on va avoir une chance pour le faire avancer. Donc, vraiment, je suis très heureuse d'appuyer en mon nom personnel et au nom de ma formation politique cette stratégie, et je suis très prête à travailler aussi avec mes collègues, les élus des autres formations politiques. Merci beaucoup pour votre travail. C'est très, très important. On compte sur vous aussi. Merci beaucoup. Et on a le plaisir maintenant d'entendre Madame Véronique Yvon, Madame Sylvain Gaudreault. D'accord. Alors, Sylvain Gaudreault, qui est porte-parole, député du Parti québécois, et porte-parole de l'opposition en matière d'environnement et de lutte au changement climatique. Oui, alors merci beaucoup Madame Sauvé, Hugues, ça fait plaisir. M. Robitaille, merci beaucoup d'être ici. Je veux saluer mes collègues, Marie, Rouba, Véronique, évidemment collègue et surtout amie. Alors, on considérait que ce que je vais dire est également porté par Véronique. Je veux d'abord vous remercier d'être ici à l'Assemblée nationale. Grâce à votre belle suggestion. En tout cas, pour moi, c'est important d'abord de valoriser la capitale nationale, de valoriser également l'Assemblée nationale qui vous appartient. Elle n'est pas en train de flamber, là. On est dans le Parlement qui est le salon du peuple, donc c'est important d'être ici. Puis en plus, c'est central, hein, parce qu'on a des députés de Montréal, mais il y a des députés aussi au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Moi, je suis député de Jonquière. Alors, ici, à Québec, c'est rassembleur aussi, mais c'est surtout l'endroit dans une bibliothèque pour parler d'éducation, parler de connaissances scientifiques également, dans un contexte parlementaire. Je ne veux pas être négatif, mais je voulais commencer en vous parlant de ce que moi j'entrevois comme danger et qui va faire en sorte que la stratégie que vous proposez est encore plus utile ou plus éclairante. Le danger qui nous guette présentement sur l'enjeu des changements climatiques, c'est un danger de polarisation puis un danger de confrontation. Il faut éviter à tout prix de confronter les extrêmes, c'est-à-dire des gens pour qui que le développement économique prime versus d'autres pour qui que l'environnement ou la protection de l'environnement prime et que là, les gens ne sont pas capables de se parler. Alors, il faut qu'on surpasse cette confrontation. Il faut absolument qu'on fasse en sorte que l'économie, l'environnement soient capables de se conjuguer, que la science également prime, au lieu d'ouvrir la porte aux préjugés ou à la mauvaise connaissance scientifique. Donc, dans ce cadre-là, la stratégie québécoise d'éducation en matière d'environnement et d'éco-citoyenneté permet d'ouvrir les esprits, permet évidemment de faire de l'éducation relative à l'environnement, de l'éducation sur les enjeux scientifiques qui expliquent les changements climatiques. Une stratégie d'éducation rassemble au lieu de diviser, développe l'esprit critique et surtout permet d'identifier des pistes d'action pour passer à l'étape des solutions. Donc, dans un contexte
comme celui que nous vivons présentement, où les effets des changements climatiques se font sentir dans notre quotidien. Marie en a parlé tout à l'heure, entre autres les effets sur la santé. Moi, je suis aussi porte-parole en matière de santé. Alors, effectivement, la croissance des maladies pulmonaires, de l'asthme. Et vous savez, moi, je tiens le discours que la question des changements climatiques n'est pas qu'une question environnementale, c'est d'abord et avant tout une question de justice sociale. Parce que qui sont les personnes les plus vulnérables au changement climatique? C'est les personnes âgées, c'est les enfants, c'est les personnes démunies. Je regardais, par exemple, les inondations du côté de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Beaucoup d'images qu'on a vues, puis je ne veux pas dire que c'est la seule réalité, mais on a vu beaucoup d'images d'un quartier inondé qui est un quartier de maisons mobiles. Donc, des gens qui ont une maison mobile, souvent sur des terrains loués, qui ne leur appartiennent pas. Et souvent, c'est les quartiers les plus défavorisés qui sont aussi les plus vulnérables. Par exemple, dans ce cas-là, une digue qui a cédé. Alors, vous comprenez, pour des gens qui ont travaillé toute leur vie pour obtenir une maison mobile sur un terrain qui ne leur appartient pas, et là, ils perdent tout. Donc, c'est aussi une question, et d'abord une question de justice sociale. Dans ce contexte, une stratégie d'éducation en matière d'environnement est plus essentielle que jamais. Sur les deux volets, l'éducation formelle dans le réseau de l'éducation partout au Québec, mais bien sûr dans l'éducation informelle. Quand on pense à l'éducation informelle, il y a des gens ici du théâtre, il y a des gens des scouts, il y a des gens de plein d'organismes communautaires qui font du travail au quotidien dans un réseau d'éducation informelle, les musées, etc. Mais moi, j'aime bien arriver avec une piste d'atterrissage plus concrète, plus réaliste. Alors moi, j'aime bien la première étape ou la première revendication qui est celle de faire renaître la direction sur l'éducation relative à l'environnement. Ou un service d'éducation relatif à l'environnement qui a déjà existé. Je me souviens quand j'étais jeune, parce que quand vous en parlez, là, ça me sonne des cloches. Quand j'étais adolescent, je sais qu'il y avait des initiatives sur l'éducation relative à l'environnement dans les écoles. Donc, de faire renaître ce service d'éducation relative à l'environnement serait déjà un premier pas qui coûterait très peu cher, mais qui pourrait avoir des effets incroyables. Alors, on pourrait peut-être parler, au fond, des effets de serre, de l'effet du service de l'éducation relative à l'environnement. Mais d'un point de vue positif. Alors, j'essaie de vous trouver des suggestions de marketing, là. Donc, un effet de serre, qui est le service de l'éducation relative à l'environnement, pour contaminer, dans le bon sens du terme, les réseaux d'institutions, les réseaux d'éducation formelle, les réseaux d'éducation informelle. Et déjà, ça sera un pas qui contribuerait à changer une culture organisationnelle qui a aussi sa place dans le ministère de l'Environnement. C'est un ministère peut-être trop souvent très technique. C'est important d'avoir des inspecteurs, d'avoir des biologistes, d'avoir des ingénieurs qui font leur travail, mais on n'arrête pas de dire qu'il faut que les ministères sortent des silos pour travailler dans un sens puis dans un esprit plus large. Donc, qu'un ministère a une vocation environnementale, avec une vocation technique, une vocation d'inspection, ait un service d'éducation relatif à l'environnement, déjà, on amène un verre dans la pomme pour faire en sorte que ce ministère s'ouvre aussi les esprits et puisse ensuite contaminer d'autres directions du gouvernement. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à dire. Alors, moi, je suis très heureux de vous appuyer. On va continuer de faire les démarches nécessaires. Et tenez-nous au courant. Je pense que c'est Rouba qui disait aussi tout à l'heure, tenez-nous au courant. Vous avez une rencontre de prévue avec le ministre prochainement. C'est important qu'on le sache parce que nous, vous savez, on a plein de moyens ici à l'Assemblée nationale où on peut interpeller le ministre et dire « Ah, avez-vous rencontré les gens du Centre de recherche en éducation et formation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté? » On peut poser des questions écrites, on peut poser des questions en chance. Des fois, l'opposition officielle a plus de questions que nous, là, alors c'est un peu ingrat pour nous. Mais on peut intervenir de différentes manières pour demander au ministre s'il vous a rencontré et faire en sorte qu'on puisse faire avancer votre proposition. Et j'ai eu l'occasion, pas de lire au complet le document, mais de lire
le sommaire. Et c'est effectivement, comme on dit dans notre jargon, sur les bons picots. Alors, il faut continuer d'aller dans ce sens. On dit ça, c'est un secret de caucus. Ouais. Alors, merci infiniment. Merci de faire connaître les produits locaux aussi. J'ai eu l'occasion de prendre une bière et les fromages. Donc, revenez à l'Assemblée nationale pour ceux et celles qui sont ici pour la première fois, pour ceux et celles qui sont déjà ici, mais revenez encore. C'est un lieu qui vous appartient et c'est important que vous y soyez. Merci. Merci. Et puis, je vous invite aussi à lire le très beau poème qui est sur la 4e de couverture de la stratégie. Beaucoup d'âme. Je pense que l'éducation à l'environnement, c'est une question de sens aussi. C'est une question d'âme, de signification de notre présence ici dans ce monde. Alors, merci vraiment beaucoup. Oui, bien, avant de prendre la parole, je réinviterais peut-être les élus à revenir à l'avant pour qu'on puisse prendre peut-être une photo de tout le monde ensemble. Comme je sais qu'il y en a qui doivent malheureusement quitter un peu plus tôt. Si ça ne vous gêne pas trop de vous présenter à l'avant. Oui, et il faut dire qu'on a des rencontres prévues avec le ministère de l'Environnement et de l'Éducation. Ça a été plus lent, les processus de prise de contact, mais c'est en cours. Alors oui, on rencontrera les ministères concernés. Bon, on prend une photo? Ben oui. Est-ce que je peux vous proposer comme un petit concept? Oui. Qu'est-ce que vous en dites si on prend la photo comme en pointant ça? Comme ça, on peut la mettre sur Twitter en disant le PQQS et le PLQ appuient la stratégie. Vous, M. Charette, qu'est-ce que vous faites? Au revoir. Oui. Merci. Ben oui, on va poursuivre encore pour un petit bout. J'en ai pas si long que ça à vous dire, mais d'abord, bon, moi aussi, je réitère les remerciements. Merci beaucoup à tout le monde d'être là. Ça fait vraiment un chaud au cœur avec toute l'énergie qu'on déploie en fait depuis plusieurs années dans ce projet-là, de cette fabuleuse coalition qui aujourd'hui comporte 73 organisations, c'est pas rien, puis des centaines de personnes aussi qui appuient à titre individuel cette coalition-là. Toutes les personnes membres de la coalition, évidemment, sont tous et toutes des acteurs ou actrices de l'éducation relative à l'environnement, chacun à leur façon. Pour plusieurs, c'est leur pain quotidien, c'est ce qu'ils font à chaque jour. Donc, vraiment, c'est une coalition importante. Puis, aujourd'hui, ben, comme plusieurs l'ont répété avant moi, c'est une étape importante du mandat en fait qui a été confié à cette coalition-là l'an dernier, parce que la coalition existe depuis environ un an. Puis comme Lucie le mentionnait, c'est une coalition qui a été créée expressément pour porter le projet de stratégie québécoise d'éducation en matière d'environnement et d'éco-citoyenneté. Donc ce soir, c'est un moment de célébration. On est vraiment content d'être avec vous. C'est un moment symbolique, fort pour nous, d'abord d'être ici, à côté de l'Assemblée nationale, dans la bibliothèque de l'Assemblée nationale. Malheureusement, il n'y a personne du personnel ici pour les remercier de leur accueil, mais vous en êtes témoins, je les remercie personnellement parce qu'on a eu vraiment un très bel accueil de la part du personnel de la bibliothèque ici, donc je voulais les remercier. Donc, c'est un événement important, c'est une étape importante de ce mandat-là, mais ce n'est pas évidemment la dernière étape, vous l'aurez compris, hein, ce serait peut-être même la première étape d'une nouvelle démarche qui est entamée, parce que comme on l'a mentionné, un des objectifs, ou en fait, je dirais non, plutôt le but de notre démarche, ce serait que l'Assemblée nationale puisse doter le Québec d'une stratégie québécoise d'éducation en matière d'environnement et d'éco-citoyenneté. Et pour ça, c'est très, très important pour nous qu'on ait des représentants de différents partis. On aurait beaucoup aimé avoir aussi des représentants, évidemment, du parti au pouvoir. Malheureusement, on n'a pas eu de réponse positive en ce sens-là. Malgré tout, comme ça a été évoqué un peu plus tôt, on a des rencontres quand même à l'agenda avec des membres du parti. Donc, on va rencontrer le ministre de l'Environnement le 23 mai qui nous accueille. On devait le rencontrer cet après-midi. Malheureusement, pour des raisons d'agenda, d'actualité, notre rencontre a été déplacée. Mais tout de même, on va être avec lui le 23 mai. Et prochainement, éventuellement aussi, au sein du ministère de l'Éducation, on aura une rencontre au début juin, dont la date reste à préciser. Et M. Robert? Non, mais M. Robert,
j'ai pu lui parler samedi informellement et il est intéressé. Je pourrais expliciter, mais aujourd'hui, il ne pouvait pas. D'accord? Donc, c'est dans cette optique-là de travail, oui, transpartisan, parce que si la coalition a pris la décision d'aller sur le terrain de l'action politique, c'est d'abord dans cette perspective transpartisane qu'on a fait ce choix-là, parce qu'on considère que la stratégie qu'on porte est vraiment d'intérêt public et non uniquement partisane. Donc, c'est important pour nous de le mentionner. Donc, c'est un symbole important d'avoir des représentants de différents partis ce soir. Et c'est un symbole important aussi d'avoir des porteurs de dossiers des deux grandes thématiques qu'on essaie de relier à travers notre stratégie, c'est-à-dire les porteurs de dossiers en matière d'éducation et les porteurs de dossiers en matière d'environnement, parce qu'on croit beaucoup à l'importance de cette synergie-là qui a déjà existé au Québec, notamment avec les structures qui ont été évoquées un peu plus tôt, mais qui serait importante de ramener, non seulement dans l'appareil ministériel, mais aussi dans notre façon de comprendre cette éducation relative à l'environnement. Donc, c'est important, cette synergie-là, à réitérer. Puis, j'ajouterais aussi peut-être une troisième synergie. Tout à l'heure, on a parlé un peu de nuances entre l'éducation formelle, ce qui se fait dans le milieu scolaire, du préscolaire aller jusqu'à l'universitaire, de l'éducation qui se fait en milieu dit non formel, donc toutes les ONG, les parcs, les OBNL qui participent à ces efforts éducatifs-là. Mais j'aimerais évoquer peut-être une troisième sphère que des fois on confond un peu, c'est la sphère de l'apprentissage dit informel, dans laquelle en fait la société civile est largement interpellée, notamment dans les mouvements qui prennent forme depuis un certain temps ici au Québec. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des mouvements importants qui sont nés depuis la dernière campagne électorale à travers toutes les variantes de La planète s'invite à. Et ce soir, en fait, je voulais accorder la parole à une représentante et une cofondatrice, en fait, d'un mouvement qui est très important pour nous parce qu'il entre étroitement en résonance avec le projet de stratégie qui est ici. Alors, avant de brûler un peu le discours, j'aimerais ça inviter Mme Léa Hilardeau à venir nous parler un peu de La planète s'invite à l'université. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Lucie et merci Hugues de me permettre de m'adresser à vous, mesdames et messieurs, au sujet d'un thème qui me tient particulièrement à cœur, à moi, mais aussi à toute ma génération, dont j'ai l'honneur de porter la voix et les revendications aujourd'hui. Donc, je m'appelle Léa Hilardeau, je suis coporte-parole du collectif La planète s'invite à l'université, qui a été créé en février dernier, et qui est à l'origine de la mobilisation étudiante qui a traversé le Québec, notamment le 15 mars. Donc, à l'heure où deviennent de plus en plus inquiétantes les manifestations de la crise écologique, elles-mêmes étroitement liées avec la montée de diverses formes d'injustice et de violence, de décrochage, de fuites et de replis, un virage sociétal majeur s'impose. Dans ce contexte, notre monde de l'éducation ne cesse d'être interpellé au premier plan pour assumer une responsabilité d'ordre éthique et politique. Ce que je viens de vous dire, ce sont les premières lignes du document de présentation de la stratégie québécoise d'éducation en matière d'environnement et d'éco-citoyenneté. Parler d'éducation, au moment où ma génération questionne la pertinence de se lever chaque matin pour aller étudier, en vue de s'assurer un emploi dans un futur qui, lui, ne l'est pas, ça s'avère plus que pertinent. La première revendication de notre collectif, en effet, est des jeunes du secondaire qui, chaque semaine, manifestent à Montréal ou organisent des sit-ins devant l'Assemblée nationale, ici à Québec, concerne l'éducation. Pourquoi aujourd'hui, pour nous, il est si important de repenser notre éducation, en fait. Ce qu'entrevoit ma génération aujourd'hui, c'est un avenir bien sombre, où non seulement les catastrophes environnementales rythmeront son quotidien, mais où celle-ci sera soumise au dogme de la productivité, de la concurrence et finalement de la perte de sens. Seule la capacité de se projeter vers un futur dans lequel nous avons confiance nous permettrait de retrouver le sens d'aller étudier. Et cette réalité étant de moins en moins tangible, il faut néanmoins recréer ce lien de confiance en l'institution qui nous façonne et qui est l'école. Donc la même semaine où nous créons notre collectif, en février, Hugues Asselin et Lucie Sauvé déposaient sur le bureau du ministre de l'Éducation et du ministre de l'Environnement la stratégie québécoise d'éducation relative en matière d'environnement et d'éco-citoyenneté. Et en fait, sans le savoir, ce que nous revendiquions,
C'était et c'est cette stratégie. C'est non pas l'ajout d'un cours à notre programme qui nous apprendrait ce qu'est le réchauffement climatique, mais bel et bien une réforme de notre système d'éducation en milieu formel et non formel, sur laquelle des professeurs, chercheurs et chercheuses travaillent depuis des mois, ici même au Québec. Une stratégie qui demande de repenser le travail entre les ministères, qui bouscule donc les institutions et qui opère un vrai changement de paradigme. Alors le jour où je t'ai rencontré, Hugues, tu as prononcé une phrase qui ne m'a jamais quittée depuis. Tu m'as dit on se demande trop souvent quelle planète nous laissons à nos enfants, mais trop peu quels enfants nous laissons à notre planète. Et donc c'est ici que pour nous l'éducation prend tout son sens. L'école nous a trop souvent éloignés de la nature, cette fameuse distinction nature-culture qui aujourd'hui n'a plus de sens dans un monde où les méfaits de nos actions nous échappent des mains et nous plongent dans une inertie aliénante. L'école a un rôle politique à jouer. C'est à l'école que nous apprenons à devenir de bons citoyens et bonnes citoyennes. Et les valeurs du bien commun, du vivre ensemble, de la construction d'une identité qui est indissociable de la dimension écologique, ces valeurs qui sont si chères à ma génération, ce sont aussi celles que porte la stratégie. Et donc si notre collectif promeut l'action collective en vue de faire réagir nos responsables politiques quant à la crise écologique et systémique que nous traversons, nous sommes tous par ailleurs, toutes et tous convaincus que notre rôle en tant que citoyens et citoyennes a toute son importance. Faire de chaque citoyen et citoyenne un éco-citoyen et une éco-citoyenne, c'est ça que nous demandons et c'est ce à quoi nous aspirons. Car nos choix sont politiques et car ils ne peuvent plus ignorer notre environnement duquel nous sommes interdépendants, si ce n'est dépendants. Donc comprenez la colère des élèves de secondaire 5 devant leur examen de fin d'études de français qui s'intitulait la semaine passée « Peut-on s'adapter au changement climatique ?» Aujourd'hui, si nous sommes réunis à l'Assemblée nationale, c'est pour vous demander de faire vos devoirs et de passer à l'action en vous saisissant de la stratégie québécoise d'éducation en matière d'environnement et d'éco-citoyenneté. Merci. C'est un bonheur de vous entendre. Alors, en terminant, d'abord, je réitère tout notre plaisir d'avoir avec nous des représentants, Madame Lassonde et, je m'excuse, Catherine, oui, je suis désolée, du Conseil supérieur de l'éducation, Madame Catherine Lebossé du Conseil supérieur de l'éducation. C'est vraiment, on a eu l'occasion de se rencontrer avec un échange qui a été très, très inspirant, fructueux, puis avec des portes pour l'avenir. Alors, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là, espérant que vous resterez ou deviendrez des ambassadeurs de la stratégie québécoise d'éducation en matière d'environnement et d'éco-citoyenneté. On voudrait remercier également les traiteurs qui nous ont fourni les produits du terroir à déguster. Alors, la laiterie de Charlevoix pour ses fromages et puis la microbrasserie La Souche pour la bière. Merci à Félix, merci à Mélanie. On a la chance, le bonheur de former une très belle équipe au Centraire. Alors, bonne fin de soirée, encore de belles charcuteries et bon retour pour ceux et celles qui viennent de loin en chantant. Merci. Oui.